Conakry, 10 septembre 2018, au sommaire de cette édition, 25 nouveaux bus turcs vont servir la route Le Prince à Conakry. Et l'action du gouvernement guinéen pour soulager les usagers de la route. À ce jour, 50 bus sillonnent les principales artères de la capitale. Comment densifier le réseau électrique du pays? La réponse pourrait se trouver dans la valorisation de la petite hydroélectricité. Les ingénieurs électriciens suivent une formation dans ce sens sur l'exploitation de ce secteur énergétique. Un jeune de 28 ans à la recherche de ses parents biologiques à Conakry, Ousmane Traoré, avait été volé par une dame alors qu'il n'avait que 2 ans. Une histoire émouvante que vous allez découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur 2 décrets du chef de l'État. Décret D 2018-213 PRG SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Il est créé auprès de la présidence de la République un établissement public à caractère administratif dénommé Autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles, en abrégé ADAZ. La tutelle financière est assurée par le ministère en charge des Finances. Article 2. L'ADAZ est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion. Article 3. Le siège de l'ADAZ est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. Vous suivrez les différents articles y afférents dans notre site web rtgw3, rtgcoloma.info. Décret dès 2018-214 PRG SGG portant nomination de haut cadre à l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales des zones industrielles. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Mohamed Sinkou Gassama, gestionnaire en service à la présidence de la République, est nommé directeur général de l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles. Article 2. M. Moussa Dabo, ingénieur en service à la présidence de la République, est nommé directeur général adjoint de l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles. Article 3. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 10 septembre 2018, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Le gouvernement guinéen, sensible aux préoccupations des habitants de la capitale, vient de mettre en circulation 25 nouveaux bus turcs. Ces engins vont desservir la route Le Prince. À ce jour, 50 bus sillonnent les principales artères de la capitale. Cette politique de facilitation de la mobilité est accompagnée par la réhabilitation des abribus et des panneaux de signalisation. Fodé Camara, reportage. Un mois après l'ouverture d'une ligne pilote sur l'autoroute, les 50 bus offerts par le président turc empruntent un nouvel itinéraire. La route Le Prince, la bretelle, presqu'île de Kaloum Symphonia, en passant par Donka, Hamdallah et Bambeto. Pour laisser ce car-là ici, c'est très bon pour nous parce qu'on est fatigué ici pour le Magbana. Pour gagner voiture en ville, on peut faire 2 heures, 3 heures, on ne gagne pas de voiture. Mais ça là, c'est vraiment, on est content pour ça. On est vraiment joyeux pour ça, je jure. Comme au niveau de l'autoroute Fidel Castro, sur ce axe aussi, les abribus sont réalisés pour mettre les usagers à l'abri des intempéries. À ce dispositif viennent s'ajouter des panneaux de signalisation pour guider les conducteurs. Des conducteurs très soulagés par la reprise des activités de ces nouveaux bus qui étaient à l'arrêt depuis près de 2 ans. Vraiment, moi, je suis très content, je suis très ravi. Franchement, pour le moment, ça se commence très bien. Donc, je félicite encore les responsables et monsieur le ministre aussi, parce qu'on était en chômage.
Donc présentement, j'ai trouvé un boulot, là où quand même je peux m'occuper de ma famille. Pour une relance de grande envergure, ces nouveaux bus turcs ont besoin d'une politique de gestion visant à faciliter la mobilité de façon durable. Une mobilité souvent freinée par le vandalisme et d'autres formes d'actes inciviques. Je lance un appel à l'esprit de civisme à toute la population de Conakry pour sauvegarder ces bus et les équipements qu'on a déjà implantés sous ces deux axes. C'est-à-dire les abris bus sont réhabilités, les panneaux d'arrêt sont implantés, les panneaux d'interdiction sont implantés, les fins d'interdiction sont implantés. Ça, c'est des équipements que les gens ont commencé à vandaliser. Ce que je demanderais au ministère des Transports, c'est l'ouverture de la corniche nord également par rapport au bus. C'est la ligne Itaouya, Kipé, jusqu'à Kobaya. Voilà, la population de ces quartiers aussi souhaite l'arrivée de ces bus. Donc je demande humblement que ces bus arrivent le plus tôt. Et je demanderai également à la société que désormais, vu le plan de la circulation, que les bus ne stationnent plus au port de Conakry. Dès qu'ils viennent à 7 heures, qu'ils fassent le tour, ils prennent la contournante du Palais du Peuple, ils viennent sortir à Donka et ils continuent immédiatement à Somphonia, de la route de Prince. On ne veut plus le regroupement à partir du port. Dans un passé récent, les transports publics ont souvent tourné au ralenti. Pérenniser cette relance est l'un des plus grands challenges à relever par les autorités des transports et leurs partenaires stratégiques, le groupe turc Al Bayrak. Un partenariat public-privé dont l'objectif est de faciliter à grande échelle le déplacement des populations. Des actions encouragées. Des ingénieurs électriciens suivent une formation sur l'exploitation du réseau électrique. Cette session devrait faire de ces bénéficiaires des vrais acteurs dans la promotion de la petite hydroélectricité. La démarche vise à valoriser les micro-barrages. Mamadou Saliouba. Selon un inventaire réalisé par le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, la Guinée dispose de 309 sites hydroélectriques avec une capacité de 6233 MW. La valorisation de ce potentiel énergétique pourrait densifier le réseau électrique du pays. Ici, des ingénieurs électriciens venus des secteurs publics et privés échange sur la promotion de la petite hydroélectricité. C'est de professionnaliser d'abord les nationaux pour la valorisation de ce potentiel que nous avons. À terme, nous voulons que les cadres qui seront formés ici se regroupent et que ce ne soit pas uniquement l'État qui ait à développer les sites. Il y a un cadre légal qui est là, il y a une loi, la loi PPP, Partenariat public-privé de 2017, qui concourt à ce que les privés s'intéressent à la production. Donc, au terme de cette formation, il se pourrait que les entreprises que vous avez, les représentants des entreprises que vous avez ici, puissent effectivement demander une autorisation à l'État pour développer un site ou des sites, voire même, et en ce moment, densifier l'électrification du pays. Ça y va dans ma formation, ça c'est en particulier, mais aussi pour la Guinée, du côté du développement, sur beaucoup de points. Parce que si je prends la petite hydroélectricité, on a l'exploitation de l'eau que la Guinée déjà possède en quantité et en qualité, je peux le dire. Une fois que nous avons de l'électricité à partir de cette ressource, il y a le pays qui est désenclavé du point de vue électricité. Cette session théorique sera suivie de travaux pratiques sur certains sites hydroélectriques du pays. L'objectif est de valoriser l'expertise locale pour l'exploitation du potentiel énergétique du pays. La formation est initiée par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. C'est de poursuivre les efforts que nous avons engagés auprès du gouvernement sur la promotion des énergies renouvelables, notamment la petite hydroélectricité. Alors, il s'agit de les accompagner dans le processus d'en faire des experts
dans le développement des mini et micro-barrages hydroélectriques et pour que le pays dispose d'expertise locale pour l'inventaire de ses ressources en la matière, mais aussi pour que le pays dispose d'experts pour mener des études de bout en bout et implémenter les petits barrages à but multiple. Selon des spécialistes, 70% de la population guinéenne n'ont pas accès à l'électricité. La valorisation de la petite hydroélectricité permettrait de fournir de l'électricité aux ménages, notamment dans le monde rural. Dans l'actualité encore, fonction publique, l'ENAP du Québec délocalise officiellement son master en administration en Guinée. 32 cadres issus de l'administration constituent la première promotion de l'ENA Guinée. Pendant 2 ans, les lauréats apprendront des notions liées au management public. Baba Kouyati, Bamadi Terna Kamichoko. Dans cette salle pleine à craquer, ces jeunes cadres sont applaudis par l'ensemble des officiels. Ils sont 32 lauréats qui constituent désormais la première promotion du master délocalisé de l'École nationale d'administration du Québec en Guinée. Sélectionnés sur près de 300 postulants, ils vont être formés en management public. La démarche du gouvernement guinéen vise à mieux qualifier et valoriser le travail administratif. Le programme de formation en master d'excellence, financé par le budget national, s'étendra sur une durée de 24 mois et est destiné à la formation d'une première promotion de 32 jeunes administrateurs issus des différentes administrations et institutions de notre pays. L'ENA vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'administrateurs dans le but non seulement de mieux qualifier l'action publique guinéenne, mais également d'assurer la relève des managers publics en voie de faire valoir leurs droits à la retraite. Il est à ce titre particulièrement destiné à promouvoir l'accès des jeunes et des femmes aux emplois supérieurs de l'administration publique. La formation et le renforcement des capacités des agents de la fonction publique de tous les niveaux représentent en effet un gage du développement des services publics et ultimement du développement de votre société. Il faut prendre conscience que les importantes réformes qui se dessinent pour l'administration publique guinéenne ne sauront prendre racine, devenir réalité, qu'à condition qu'elles atterrissent dans un terreau fertile, nourri par la compétence, par le dévouement et par les meilleures pratiques en matière d'administration publique. Le lancement officiel de ce projet ambitieux a mobilisé membres du gouvernement, représentants de l'ENAP du Québec, ainsi que les vacataires guinéens formés à cet effet. Ce programme de master en administration publique, premier du genre, offre la possibilité à notre pays de former ses cadres sur place. Aux jeunes impétrants qui vont devenir les premiers énarques de notre beau pays, je voudrais vous dire ceci. Les énarques de par le monde, au Canada, mais surtout en France, ont la réputation de gérer, paraît-il, le pouvoir. Je dis paraît-il, pourquoi? Parce qu'ils ne sont utiles que quand ils servent l'État, quand ils servent les ministres, les politiques qui ont été désignés par le peuple. Leur force, leur grande force, c'est d'être au service de la chose publique. Les énarques ont la réputation de tout connaître. Effectivement, ce sont des spécialistes de la généralité. La rentrée solennelle de ces lauréats marque le début de l'ENA de Guinée, un événement considéré par des spécialistes comme l'étape essentielle vers la mise en place d'une administration compétente au service des citoyens. Le projet Filets sociaux est une initiative d'accompagnement du développement à la base. Le ministère de la Jeunesse entend apporter son expertise à l'exécution du dit projet. L'objectif est d'en faire un facteur d'autonomisation des jeunes et des femmes. Suivez le reportage de Abdul Karim Kamara. Depuis 2014, les filets socioproductifs interviennent comme instrument de lutte contre la pauvreté. 52 000 emplois temporaires sont créés par l'exécution des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre. À ce jour, 69 000 ménages vulnérables bénéficient de ces travaux et des transferts monétaires. Ce cadre d'échange définit les synergies futures d'action entre les filets sociaux et le ministère de la Jeunesse.
Désormais, l'expertise de ce département est sollicitée pour augmenter la visibilité des actions du gouvernement destinées aux jeunes en matière de protection sociale. On a d'abord essayé de présenter aux différents cadres qu'est-ce que c'est le projet filets sociaux. Et il a dit que c'est un instrument du gouvernement et qui s'inscrit dans la logique un peu de la mise en place, de la vulgarisation ou l'exécution du PNDS. On a demandé aussi aux cadres de nous dire un peu les attributions des différentes directions pour permettre de voir quelles sont vraiment la synergie qu'on pourrait bâtir ensemble. Dans le souci d'émerger positivement cette couche, le ministère de la Jeunesse, à travers ses services, va d'abord prendre le départ par rapport aux acquis du projet. Et dans certains segments, nous allons ensemble créer des synergies, des complémentarités pour que nos actions puissent faire l'objet d'approfondissement par les autres intervenants au compte de la jeunesse et pour qu'à l'arrivée on puisse devenir un circuit complet d'accompagnement productif de la jeunesse. Ces cadres sont venus des 29 préfectures bénéficiaires du projet de filets sociaux productifs. 3 thèmes sont au cœur de la rencontre: la dynamique de la vie associative en milieu rural et urbain, l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes et le mécanisme d'accompagnement des activités du projet par les services techniques du département de la jeunesse. Les directeurs préfectoraux de la jeunesse, les directeurs communaux de la jeunesse seront des leviers actifs pour ce projet. Nous allons nous impliquer activement à la mise en œuvre du projet, mais nous allons aussi bénéficier de l'appui et de l'accompagnement de ce projet dans le cadre de l'atteinte des objectifs fixés par le ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune. La même approche a déjà fait l'objet d'un partenariat entre les filets sociaux et certaines structures étatiques et non étatiques. Il s'agit des ministères de l'Action sociale, de l'administration du territoire, de l'environnement et de la société civile. Et puis, un peu bref, le ministère du Budget et le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, avec l'appui technique de l'administration générale des grands projets et du secrétariat général des services spéciaux, informent l'ensemble des citoyens propriétaires de fonciers bâtis et non bâtis du démarrage effectif des opérations de recensement du foncier sur toute l'étendue du territoire national le mardi 11 septembre 2018. Cette opération de recensement vise l'identification, la géolocalisation et l'expertise de tous les bâtiments et propriétés non bâtis. À cet effet, il demande aux citoyens concernés par cette opération de se tenir à la disposition de la Commission pour la communication de tous les renseignements nécessaires à la réussite de cette campagne de recensement. Le ministère du Budget et le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire savent compter sur l'esprit du civisme de chacun et de tous. Conakry, le 10 septembre 2018, le ministre du Budget, Ismaël Youbati. C'est une histoire émouvante de retrouvailles familiales que nous allons vous amener à découvrir. Imaginez un bébé perdu à 2 ans et qui tente de retrouver sa famille biologique 28 ans après. Ce jeune, vous allez le voir, s'appelle Ousmane Traoré. Ce n'est pas de la fiction. Il s'agit bien d'une histoire vraie. La scène a eu lieu à Sonfonia Gare, à Conakry. Dossier enquête signé Manga Fodé Touré. Nous sommes dans la concession des Traoré à Sonfonia Gare, dans la commune de Ratoma. Le père de famille n'est plus. Ce jour, un sacrifice a lieu. La famille rend grâce à Dieu pour célébrer le retour de qui pourrait être un fils perdu il y a 28 ans. Cet adolescent inconnu venu du Libéria dans l'espoir de retrouver sa famille biologique est ici depuis le 6 septembre dernier. Avec l'aide d'un interprète, il révèle avoir été enlevé à Farmoria. Le jeune inconnu soutient avoir obtenu cette information de celui qu'il a toujours considéré au Libéria comme étant son père. Ce dernier l'aurait fait cette confidence pour libérer sa conscience dans son lit de mort. I want to tell her very thanks for what you have done for me.
Je remercie Dieu du fait de retrouver ma mère. Mon tuteur du Libéria m'avait juste dit que je suis de Farmoria, mais il ne savait ni le nom de mon père ni de ma mère. Une fois en Guinée, Ousmane, comme on l'appelle affectueusement ici, se lance dans une quête à l'issue incertaine. Mais les traits de ressemblance du jeune inconnu avec ses probables frères vont l'aider. C'est ma nièce qui m'a informé que les gens lui ont confié qu'un jeune recherche sa famille et qu'il nous ressemblait. Par les insistances des témoins, on s'est intéressé. Finalement, on l'a retrouvé et son histoire colle à l'histoire de notre enfant perdu. Certains membres de la famille ouvrent déjà les bras à Ousmane. La mère de l'enfant perdu aussi joue fièrement le jeu. Cette mère garde encore les premiers cheveux de son enfant disparu. L'histoire qu'il raconte, qu'on lui a appris à l'âge de 2 ans, est identique à l'histoire de mon fils. Ce dernier nous explique qu'il a été enlevé par une dame selon son tuteur. Mon enfant avait des signes que je vérifie, mais ses cils, ses cheveux, la forme de sa tête me... Les autres enfants de la famille Traoré sont dans l'hésitation encore. Ils exigent un test de parenté. On souhaite quand même qu'on mène des enquêtes pour que tout le monde soit certifié, pour chasser le doute. Puisque lui vient d'arriver parmi nous, il est comme un étranger. Nous ne sommes pas habitués les uns aux autres, quoi. Donc le test ADN peut être réalisé pour enlever le doute, quoi. On ira vers l'autorité pour voir si réellement ils peuvent nous donner la certitude que cet enfant-là nous appartiennent effectivement, pour ne pas qu'on garde un enfant qui n'est pas de nous. En attendant l'établissement du lien de parenté par des services compétents, la famille garde l'espoir d'avoir retrouvé un des siens. Les cheveux de l'enfant perdu pourraient servir de pièce pour faciliter la démarche scientifique dans cette affaire qui intéresse plus d'un. Merci Manga Fodé Touré pour ce reportage. C'est un dossier à suivre. Lutte contre les épidémies. Les agents de la police, de la gendarmerie et de la douane renforcent leurs capacités techniques et opérationnelles dans la prévention et la riposte contre les épidémies. Durant 3 jours, ils ont bénéficié d'une formation à cet effet. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme. En image avec Moussa Bangoura. Les agents de la police, de la gendarmerie et de la douane viennent de boucler une série de formations ici à Conakry. Cette formation porte sur la prévention et la riposte aux épidémies. C'est une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Aujourd'hui, tous les participants quand même sont outillés pour pouvoir répondre quand même, ne serait-ce que d'une façon superficielle pour un début, et à l'issue apporter des réponses sérieuses à tous les problèmes que nous pouvons connaître ici, dans le cadre sanitaire. Les cadres des services préfectoraux de la région forestière sont en formation à Zirkouré sur la gestion axée sur les résultats. Elle est organisée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'idée est de renforcer les capacités des administrateurs territoriaux impliqués dans la mise en œuvre de programmes d'appui aux communautés villageoises. La formation envisagée permettra de remédier à cette insuffisance. Elle pourra aussi améliorer la performance de tous les cadres impliqués dans l'examen et l'analyse des documents des collectivités locales d'une part, et le suivi de l'exécution de toutes les activités à temps dans les collectivités d'autre part. Remise officielle de fourrage à la population de Madina Nianou, la cité religieuse à l'abbé. C'est une des promesses tenues par le chef de l'État lors de sa visite dans la localité il y a quelques mois.
Ce forage vient résoudre le problème d'eau potable dans cette partie du Fouta. Nous sommes très contents de ce forage donné par le président Alpha Condé et nous vous affirmons notre amitié. À Imbaya, dans la commune de Matoto, c'est le contenu d'un appartement qui a été réduit en cendres sous l'effet d'un court-circuit. C'était ce dimanche dans l'après-midi. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. À présent, la nouvelle internationale, en bref, en images qui commence par l'hommage rendu à Kofi Annan à Accra au Ghana et l'attentat ce lundi à Mogadiscio en Somalie. Suivez. En Somalie, 6 personnes au moins sont tuées ce lundi dans un attentat à la voiture piégée. Selon la police et des témoins, un bâtiment officiel dans la capitale Mogadiscio était visé. L'attentat est revendiqué par les Chebab, un groupe armé affilié à Al-Qaïda qui tente depuis 10 ans à renverser le gouvernement soutenu par la communauté internationale. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan arrive au Ghana, son pays natal. Son épouse, ses enfants et de hauts responsables de l'ONU ont accompagné le cercueil venu de Genève. Le diplomate et prix Nobel de la paix Kofi Annan est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est présent à l'accueil de la dépouille. Le public sera autorisé à rendre hommage à Kofi Annan à partir de mardi. De nombreuses personnalités du monde sont attendues jeudi pour les obsèques nationales. En Lituanie, le maire de la capitale Vilnius en revêt. Il l'a fait pour la télévision. Arturas Joakas a employé la manière forte contre le stationnement illégal dans sa ville, en écrasant avec un blindé une Mercedes garée sur une piste cyclable au centre-ville. Ces images sont postées par le maire lui-même sur sa chaîne YouTube. À Paris, 700 danseurs, amateurs et professionnels se livrent à un spectacle géant à ciel ouvert. Tous des bénévoles âgés de 14 à 70 ans, ces artistes font la danse Kadamati. Le chorégraphe britannique Akram Khan orchestre cette performance qui a déchaîné dimanche des passions à Paris. Voilà, la nouvelle internationale traitée par Aboubakar Kamara. Et puis ce communiqué de la CENI, suite aux interventions individuelles radiodiffusées d'un de nos commissaires, et ce, contrairement à la pratique et aux convenances en cours dans notre institution, le bureau exécutif de la CENI s'est réuni en session extraordinaire pour examiner la situation et tirer les leçons qui s'imposent. À cet effet, le bureau exécutif dégage officiellement la responsabilité de la CENI concernant ces déclarations qui ne sont ni conçues, ni validées, ni autorisées par la plénière ou par le bureau exécutif lui-même. La CENI entend agir et a toujours agi dans les limites légales de son assermentation et dans le cadre des dispositions contenues dans son règlement intérieur. Elle reste respectueuse du rôle dévolu à tous les acteurs du processus électoral. La CENI ne s'exprime officiellement que par la voix de son président, de son rapporteur ou de son porte-parole. En conséquence, la CENI tient à s'inscrire en faux contre toute déclaration, affirmation, insinuation ou sous-entendu en provenance d'un de ses membres agissant à sa seule guise et initiative. Enfin, elle est et restera attachée à ses valeurs cardinales qui sont le respect du cadre juridique, l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, l'efficacité et l'esprit de service avec professionnalisme jusqu'à la fin de son mandat. Le président.
Sport, avant de boucler cette édition avec la qualification du Auréa AC en finale de la 59e édition de la Coupe nationale ce lundi au stade du 28 septembre à Conakry. Il a battu le Manding FC de Sigiri sur le score de 3-0. Le Auréa jouera la finale contre le Wakiria AC de Bokeh. Suivez donc les réactions des deux entraîneurs après le match. Oui, le ballon avait déjà... Vous savez, on gagne 3-0, un penalty, un corner et un but contre son camp. Je pense que j'attendais un petit peu mieux. Bon, maintenant, l'adversaire a joué sa chance jusqu'à fond, même si ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Hein, on va dire même, je ne crois pas qu'ils ont eu des occasions, mais ils ont eu quelques situations. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est que bon, il y a certains jeunes qui ont joué et qui ont été à la hauteur de ce que je leur demandais. Ce que je vais vous dire, d'abord, le match d'aujourd'hui, l'équipe du Mali n'était pas à la hauteur pour affronter le Auréa, parce que l'Auréa était nettement supérieur à Mandé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.